solitaire étant enfant. J'aimais pas la compagnie. J'aimais me promener seule. J'aimais communier avec le vent, les nuages, tout ce que, même les tempêtes, les arbres, la forêt. J'aimais pas tellement les gens. J'étais pas très. Oui, j'étais pleine d'amour, mais dans mon petit coin. Et j'aurais voulu, au fond, peindre, dessiner, écrire. C'est vraiment un chemin de la nature, un chemin. Le mot chemin, c'est pas seulement au figuré, c'est au propre. C'est, je suis née ici, à Montchervet. J'ai vécu le- le- la vie de la campagne, la lenteur de la campagne, où tout, il faut tout atteindre. C'est vraiment la lenteur du grain qui doit mourir pour germer, tout ce qui se passe et qu'on ne voit pas. C'est la lenteur. Et moi, je suis, première chose qu'une personne, j'étais déjà une fille, une fillette, et jeune fille et maintenant une personne âgée qui est très lente. Alors, je crois que cette patience d'attendre, mais une attente active, que j'ai vécue étant enfant, l'attente pour que le grain germe, pour que la plante, l'attente des mois complets de, où les champs sont désolés et où dessous tout pousse. C'est peut-être pourquoi j'aime tellement le temps sombre et la pluie et le vent et le ciel, les nuages qui passent, parce que pour moi c'est créatif, il y a quelque chose de caché qui est en train de vivre. Et puis quand j'ai commencé ce travail très tôt, ça s'est fait aussi tout comme des réponses à des rêves. Et la nuit, le soir, en m'endormant, vous savez, on a ces images d'avant le sommeil qui sont moitié rêve, moitié encore conscient. Et je rêvais de deux trains. C'est comme si en moi, il y avait deux trains. Un qui tchouf 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 filait à toute vitesse. Et puis l'autre qui devait en même temps qu'il marchait creuser la terre pour avancer et qui allait tout lentement creusant la terre. Et je m'étais dit, c'est typique. Au fond, il ne faut pas avoir honte d'être si lent, c'est parce qu'on creuse plus profond. Et j'ai compris que si on veut aider, si on veut qu'une personne puisse vivre, puisse se réaliser, il ne faut pas créer pour elle, il ne faut pas la vouloir normale, entre guillemets aussi, il faut rejoindre son langage intérieur, il faut rejoindre ses valeurs intérieures, il faut vraiment rejoindre ce qui ne se voit pas. Une fois, j'avais demandé, c'était vieux cette histoire, c'était au début des matines, j'avais Yves qui dessinait, qui est maintenant un grand créateur à la Cordeille.
Et il avait en ce temps-là, dans les 12 ans, garçon très philosophe, très original, très susceptible aussi, avec des tendances épileptiques sont souvent. Et je lui avais, il dessinait, il était habité, il est toujours habité d'images qui recréent un dessin, un modelage, en peinture. Et alors, quand il était enfant, moi j'étais un peu incompétente pour l'aider à utiliser tout ça. Je me disais, ça pourrait plus tard. Bon, les ateliers, on les a créés après, je ne savais pas bien comment utiliser ça. Et une fois, je lui avais demandé de dessiner, c'était bientôt Noël, et puis je me suis servi de son dents. Et je lui avais dit, écoute, mais j'avais un peu bousculé, c'était pressant, c'était ce que je voulais, c'était une chose sans vertige au fond, hein, sans vertige créatif pour lui. Je lui ai dit, tu sais Yves, tu vas me dessiner la crèche, les bergers, les mages pour la fête de Noël, les parents qui allaient venir. Tu vas dans une chambre, tu vas me dessiner au tableau noir sur les panneaux, tout ça. Et puis, je pense que c'est pas du tout que ce que le sujet que lui demandait le gênait, mais je pense que c'était ma façon de le demander, trop péremptoire, tu fais comme ça, puis c'est tout. Ça fait que je l'ai laissé dans cette chambre, après il est venu me dire, j'ai fini. J'avais un drôle d'air, puis je vais voir, il avait tout dessiné, la crèche, les rois mages, les bergers, les moutons, les arbres, tout c'était des squelettes. C'était admirable. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de l'arbre. Il y a quelques années, en montant là le chemin de la forêt, plus haut, un autre quand ça fait des virages, et un virage, je vois un arbre tordu. Le tronc, c'est donc tout le long de la forêt, de la route, du chemin, il y a des sapins, et puis de temps en temps je crois que c'est des hêtres, ou des frênes, je crois que c'était un petit hêtre. Alors un jeune hêtre qui avait poussé là et son tronc était tordu. Puis après repartait tout droit. Et puis c'était tellement émouvant de voir ce qui s'était passé. C'est que le long du chemin, donc au-dessus de nos têtes, il y a cette travée de ciel et de lumière qui suit le chemin, au-dessus du chemin. Alors l'arbre, il a poussé, il était à l'ombre des sapins et il pouvait pas pousser. Alors il s'est tordu pour se trouver un peu en dessous de la travée de lumière. Et quand il y a été, il est reparti droit. Alors qu'est-ce qu'on fait souvent, nous, fichus éducateurs ou d'autres gens bien pensants? On veut détordre ce qui est tordu. Mais alors choisissez. On veut rendre sage ce qui est fou, à notre idée, on veut normaliser ce qui est farfelu, alors qu'on a besoin de ces valeurs et qu'elles sont créatives. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait en voyant, heureusement que personne n'a vu, on veut mettre un tuteur, hein, obliger cet arbre à aller droit. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Un être soi-disant normal, un arbre qui va droit puis qui crève parce qu'il ne rejoint pas la lumière. Au lieu de le laisser trouver sa voie, même l'aider à rejoindre la lumière avec sa différence, en étant différent. Il vaut mieux crever de nuit
de nuit, de manque de clarté, de manque de chaleur, et en allant crever bien droit, ou bien vivre en se tordant pendant un certain temps. Alors pour vous, éduquer, c'est un peu aller vers la lumière. Éduquer, c'est aider. Qu'est-ce que c'est la lumière? Eh ben, c'est beaucoup de choses, hein. C'est la lumière. Si on ne croit qu'en les capacités humaines, je crois qu'on ne va pas loin. Je crois qu'il faut ce mystère de la foi pour faire germer. Il faut la foi du grain qui meurt pour germer, pour donner vie à d'autres. Il faut la foi en la résurrection. Après l'hiver qui semble mort, il y a une vie qui rien n'est mort, la vie est là et va et il y aura ce renouveau de vie. Ça, c'est une foi qui va plus loin que uniquement la foi en les choses matérielles et même en les forces humaines. En disant j'aime pas ce mot parce que c'est pas un mot naturel chez moi, mais qu'il y a une transcendance dans toutes les choses, qu'il y a quelque chose qui va plus haut, plus loin, qui dépasse le geste, qui dépasse le verre d'eau, qui dépasse le pain, mais que ça va dans une dimension mystérieuse qui dans le temps, dans l'espace, dans notre âme qui va plus loin. Comment est-ce que je peux croire que des gens soient pleins d'amertume et se soient desséchés et soient devenus uniquement rationalistes. Mais je ne peux pas comprendre quand on vit au milieu de ces mystères, de cette attente de la nature, qu'on puisse ne pas avoir la foi. Moi, je crois que tout le monde l'a, mais il y a une peur de ce vertige. La foi, c'est un vertige. Alors je racontais dans le monde, quand on va quelque part, hein, la moitié du temps on est en retard. On n'a pas assez d'argent pour payer l'entrée. Ou bien c'est déjà fermé. Ou bien on n'a pas ça, son papier qu'il faut. On a oublié ou on l'a pas reçu. Ou bien on nous dit vous êtes trop tard, on a fini. Hein? Et puis quand vous entrez dans un lieu de personnes handicapées, si vous avez 2 jours de retard, 1 semaine, ils vous accueillent à bras ouverts. Vous pouvez arriver tout mal habillé, tout pauvre. Ils vous accueillent la même chose. Vous n'avez pas le sou, vous accueillent la même chose. Vous sortez de prison, ça ne m'est pas arrivé, mais ça, on peut sortir de toutes sortes de prisons. Vous êtes reçu à bras ouverts. Et alors, c'est vraiment, après 60 ans de vie, qu'enfin je comprends ce message des handicapés. Je l'ai saisi peu à peu, mais c'est maintenant, en y repensant, en revivant, en réfléchissant.
que je ressens combien c'est ça leur prophétie. Un long chemin de création profonde, le temps de l'attente, le respect de ce qui est caché, puis la foi, parce qu'on ne le voit pas, mais on sait que ça viendra. Mais c'est des prophètes, nos enfants, oui, parce que c'est vraiment une chose aussi que j'ai appris avec les personnes handicapées mentales. Et je dis bien mentales, c'est surtout avec elles. Ils sont vraiment leur prophétie, c'est vraiment cette phrase biblique. Dieu s'est servi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu s'est servi des choses folles du monde pour confondre les sages, ce qu'on croit être sages. Hein? Je ne sais pas si vous aviez vu ce dessin de Corinne, on l'avait voulu la faire écrire, lire, écrire, bien avant de savoir un peu représenter, bien avant le temps où elle soit prête pour ce genre de travail. Et alors, quand elle était venue, ses parents étaient venus nous la présenter, acceptant enfin qu'elle soit suivie d'une façon plus spéciale. Je lui dis de faire un dessin. Elle dessine une rangée de fleurs, mais ces fleurs, influencées par ces exercices de lignes d'écriture, c'était des i, et la tige, au lieu d'entrer dans, elle avait fait la barre pour la terre, la tige, au lieu d'être plantée dans la terre, se recourbait en i. Et c'était tragique, c'était extrêmement bouleversant de voir ça, parce que c'était le drame du développement de cette fillette qui avait déjà dans les 11 ans. C'était que on avait essayé de planter des notions, de lui enseigner toutes sortes de notions, alors que le terrain n'était pas préparé et que rien, il n'y avait pas ce temps de préparation. Alors c'est ce qui arrive aussi quand on veut spéculer sur quelqu'un, faire des programmes et pas les découvrir avec lui, avec chacun son propre programme. J'ai fait beaucoup de gaffes. Et je crois que c'est ces gaffes qui, bon, ça a été parfois au dépend de l'handicapé, mais si elle respectait, je crois que c'est ces gaffes qui m'ont permis de faire ce chemin, de rencontrer mieux l'autre. Je crois que si on vient vers une personne handicapée et ses parents, hein, parce qu'on travaille aussi avec les parents si possible, avec sa valise de matériel, ses livres, ses bagages de connaissances. Si on vient avec ça devant, eh bien, je crois vous savez, l'handicapé mental lui-même nous montre que c'est faux. Et je crois que jamais on aide autant une personne handicapée à s'exprimer que si soi-même on se tait. Je parle par symbole, hein, je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler, mais si on est toujours plein d'assurance, ah
tiens, voilà, c'est un mongol, c'est un épileptique, voilà ce qui se passe, c'est des gros troubles émotionnels, ceci, voilà, faut que je fasse comme ça. Eh bien voilà une spéculation qui écrase, qui empêche quelqu'un, qui empêche la petite pousse de pointer. Si on vient, qu'on regarde, qu'on attend, qu'on écoute, qu'on n'est pas sûr du tout de ce qu'on va faire, eh bien, on a des chances que quelque chose se fera. C'est une question qui m'intéresse, moi. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Vous y croyez, vous, au mongolisme? Vous avez déjà vu 2 Mongols qui se ressemblent? Non, alors, pas du tout. Non. Et chaque fois que j'entends ce mot mongolien, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Je connais un enfant X, un enfant Y, un enfant Z, Oui. mais je dirais, ça ne recouvre rien. Mais je ne sais pas Oui. où vous en Oui. êtes, vous, parce que ça, Pas- moi oui. ça m'intéresse. Peut-être que chez moi, ça recouvrerait une notion d'harmonie, une certaine sécurité d'harmonie, de rejoindre chez quelqu'un un acheminement qui, dès le début, recherche l'harmonie. Ça rejoint une organisation harmonieuse, même si elle est différente de la nôtre, une organisation de cellules aussi bien que de développement. Mongolisme fait penser harmonie. Comme on entend souvent, on entend souvent ce terme maintenant, c'est un enfant trisomique. Moi, ça me fait toujours penser, il y a quelque chose de mécanique dans ce mot, il y a quelque chose de... Voilà. Bon, moi j'aime la musique des mots, hein. Moi je pense qu'un mot, c'est déjà une mélodie dans l'air et dans l'espace, hein. Alors je me dis, trisomique, c'est déjà... moi je trouve trisomique, mécanique, pelle mécanique, moi c'est heurtant, je trouve. Et bon, est-ce qu'il y a lieu d'être sensible à ça ou pas? Ça c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut être sensible à des choses comme ça, ou bien est-ce que ça fait partie d'un langage technique qui concerne des êtres humains? Mais ça me frappe, je me dis... alors que c'est en fait une particularité d'un être humain, et puis on en parle comme ça. C'est une particularité, comme vous seriez natif d'un autre pays. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourra s'en passer d'en parler? Bon, est-ce qu'on a tous besoin des techniciens aussi? Ça, oui. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas la part du technicien, puis la part... Parce que je me dis, l'idée de la lenteur, l'idée que le grain est dans la terre et qu'il a de l'énergie et puis qu'il est en train de se passer des choses à l'intérieur, c'est autant du domaine de la technique que du domaine de la philosophie, que du domaine de la nature, de la biologie, de tout se tient. Ça, c'est oui. une harmonie, c'est une harmonie. Oui. Alors en fait, par rapport à notre domaine, c'est ça que je trouve moins intéressant, c'est les associations. C'est-à-dire que je me dis, je regardais l'autre jour, enfin je faisais un massage à un enfant qui a demandé d'en avoir, qui a 14-15 ans, et puis je lui disais, oh, tu as des belles mains, et puis à l'intérieur de tes mains, c'est comme des vitraux. Voilà. Et puis il se tourne vers moi, puis il me dit, oh oui, toi Pierre aussi, tu as des belles mains. Et puis j'ai dit, ouais, je suis content parce qu'elles me servent mes mains. Et puis il me dit comme ça, oui, tu as de la chance, moi elles ne me servent pas. Alors je me disais, il y a
il y a quand même une dimension dans le travail qu'on fait qui est une dimension qui est très globale, en fait, qui va de la technique pure à la philosophie, à la communication, à la rencontre. Et alors, moi je trouve que vous faites bien le lien, toutes ces choses. Moi, je crois que ces termes-là, il ne faut pas les nier, mais ça doit rester peut-être sur une fiche quelque part, et puis ça doit vraiment s'oublier. Vraiment, qu'est-ce que ça peut faire? Mais soit sur la fiche médicale pour la AI, et puis voilà. Mais je crois qu'il y a aussi un certain besoin, un certain orgueil à dire c'était aussi une phase. Je crois que comme vous, beaucoup en reviennent maintenant. Je crois que ça sera la suite de l'évolution dans l'éducation, c'est de ne pas mettre tous ces termes et ces cas et ces devants. Je ne sais pas si vous connaissez, ou sûrement vous devez pouvoir même le chanter, un tellement beau chant, dont les paroles, je crois, sont de Boris Vian. C'est « Où vont les ballons ?» Vous savez le chanter, vous ne connaissez pas, j'aurais dit de le chanter. « Où vont les ballons des enfants quand ils ont cassé les ficelles? Où vont les rêves des enfants ?» Puis c'était tellement beau parce qu'ils chantaient ça entre eux, ils se tenaient la tête très doucement. Et puis où vont les larmes des enfants, puis je ne sais plus le dernier verset ce que c'était. Et je me dis, les personnes, les êtres handicapés mentaux, où vont leurs ballons? Où vont leurs rêves? Où vont leurs joies? Où vont leurs larmes? Est-ce qu'on les rencontre vraiment? Et alors, au fond, les enfants, ces enfants-là, ces jeunes, ces adultes-là, c'est vrai qu'ils sont arrivés au monde où dès les premières années de leur vie, alors là, vraiment, ils ont cassé la ficelle de leur ballon, ou nous l'avons cassé. Mais leur ballon, il est tout aussi chargé de rêves, de lumière ou de tristesse que les nôtres, que notre âme à nous. Mais comme la ficelle est cassée et qu'ils sont là avec leur ballon perdu et leur angoisse, puis d'autres aussi, d'autres enfants peuvent aussi être très souffrir. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On échafaude
des théories, on échafaude des techniques, on échafaude des modes de prise en charge avec toute notre bonne volonté, tout notre savoir, tout ce qu'on aimerait faire, mais je crois que c'est là aussi qu'on spécule, d'après nos idées à nous. Si la ficelle est cassée, ça ne veut pas dire que le ballon doit être fusé, doit être changé. Alors, je dis, j'apporte pas de solution parce que moi-même j'ai gaffé, moi-même j'ai aidé à, j'ai perdu les ballons, j'ai aidé à, j'ai fait éloigner les ballons. Je crois que j'ai un peu l'impression, peut-être qu'avec les générations nouvelles où il y a cette recherche de la vérité des êtres et une plus grande simplicité dans la rencontre avec les gens, puis avec soi-même, peut-être qu'on y arrivera, je ne sais pas. Un être qui a cassé la ficelle de son ballon, bon, il a une angoisse terrible. Mais on sait que ces êtres-là, comme nous, on a un peu cette angoisse par moments. C'est pour ça qu'on a, si on ne supporte pas l'angoisse d'un jeune psychotique, par exemple, d'un jeune autiste, alors on cherche des méthodes pour les aider. Mais les méthodes, ce n'est pas de les aider à redresser ce qui va pas droit. On veut redresser, il ne faut pas. On ne peut pas redresser. C'est les aider à vivre au mieux avec ce qu'ils sont, avec eux, avec leur angoisse, avec leurs rêves perdus, à vivre au mieux tout ça. C'est bien ce qu'on fait, mais on le fait mal. On le fait mal parce qu'on veut toujours corriger. Ne pas vouloir tirer parti d'un être, mais alors avoir assez d'intuition, d'humilité par rapport à soi-même et de compétences scientifiques aussi, qui doit être le fond, qui doit être une base solide pour connaître ce terrain, connaître quel est le terrain pour chaque petite sorte de pousse, qu'est-ce qu'il a, de quel engrais il a besoin, de quelle sorte d'eau. Je vois, moi j'ai des fleurs là, mon frère m'a dit, mais ces fleurs-là, c'est de l'eau de pluie. Tu vois, ils sont en train de crever, il faut leur donner de l'eau de pluie. Donc, pour un être avec tous ces mécanismes de neurologique ou autre, de fonctionnement, il faut connaître tous ces mécanismes. Mais ce n'est pas nous qui devons tirer parti des signaux d'un enfant, c'est lui. Et peut-être qu'il ira dans un tout autre chemin, puisque je disais l'arbre de la forêt m'enseignait qu'en allant courbe, c'était pas faux, c'était pour trouver la lumière. Eh bien, pour trouver la lumière, pour attacher la ficelle à son ballon, pour pouvoir suivre son rêve intérieur et en tirer parti. Mais lui, pour vivre, eh ben, nous, on doit être là comme révélateur, comme soutien, plein de respect pour lui. Alors là, moi, j'ai un exemple. Vous en avez aussi là des tas d'exemples. Par exemple, je pense à ce jeune enfant qu'on avait eu à l'âge de 9 ans seulement.
bon, ben, malgré tout, je dis ce qu'il avait, Eric, il est mongolien. Et on me l'a amené à 9 ans, alors il avait au fond, il n'avait construit qu'un tout petit espace mental, un tout petit temps psychologique où il pouvait activer quelque chose par lui-même. Il était simplement assujetti à toutes ces impulsions. Alors, recevoir toutes ces impulsions et ne pas l'aider à les dépasser, à même sublimer peu à peu dans des actes plus qu'il possède lui-même, eh bien, c'est pas lui rendre service. Alors, il avait 9 ans et il savait faire qu'une chose, c'était rester assis et se balancer. Et puis, dès qu'il voyait quelque chose à manger, il se précipitait comme une flèche pour l'attraper et le manger, que ce soit dans les mains d'un camarade ou sur une table. Alors là, bien sûr qu'il a fallu couper l'impulsivité. Il a fallu faire quand même un petit dressage d'empêcher cette impulsivité, que ces actes uniquement impulsifs, sans qu'il y ait vraiment de commande de sa part, lui apportent du profit. Enfin, ça, c'est tout, vous voyez, toutes les étapes, tout le temps de l'éducation qu'il faut. Et alors, bon, ben pour obtenir, voilà, les réactions différées d'André Rey, là, c'est un truc qui vont de soi. Cacher le biscuit, et puis, ou le bout de pain, ou le bout de chocolat, pour qu'il doive faire, qu'il ait scientifiquement, la notion de l'atteinte, une atteinte progressive, la notion de l'objet absent, c'est vraiment une notion de force pour un être. Parce que ça rejoint toutes les théories de Piaget, de tout ce monde, Vallon, Rey, bien avant Séguin, pas Séguin, Itard avait déjà trouvé ça, donc il ne faut pas en faire une école. Cette notion de la permanence de l'objet, c'est vraiment la victoire sur l'impulsivité, sur tout ce qui est seulement instinctif. Alors, pour venir à Eric, au bout de quelques années, il est